Merci. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation et puis m'excuser par avance. Je me trouve dans un bureau au centre de régulation des appels, alors c'est possible que le haut-parleur retentisse au cours de la présentation. Voilà, donc moi, on m'a demandé de vous parler un petit peu de l'organisation aux urgences et au SAMU avec justement l'extension des délais de traitement de reperfusion pour les accidents vasculaires cérébraux. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous donner quelques statistiques du centre de thrombectomie de Lyon. Et puis, on verra ensuite l'impact que tout ça peut avoir sur nos services d'accueil des urgences et sur nos centres de régulation. Alors, tout d'abord, sur l'année 2020, au centre de thrombectomie de Lyon, 522 patients ont été reperfusés, soit par thrombolyse, soit par thrombectomie. Et chez ces 522 malades, 168 d'entre eux étaient traités à plus de 6 heures du début des symptômes ou avec un last seen well, donc ce qu'on appelle le dernière fois vu normal, à plus de 6 heures, supérieur à 6 heures. Et puis, quand on regarde un peu de plus près qui sont ces patients qui ont été traités tardivement, on se rend compte qu'une large majorité d'entre eux sont des AVC d'horaire incertain. Et donc, une large majorité des AVC d'horaire incertain étaient des wake-up. Et puis, une plus faible proportion d'AVC d'horaire déterminé. Donc ça, c'est l'impact certainement de l'étude Wake Up dont parlait Monsieur Detente tout à l'heure, qui a permis de faire bénéficier aux patients d'une imagerie de perfusion en urgence. Et puis, si on s'intéresse au site d'admission des patients, on se rend compte sur ces diagrammes circulaires. Donc sur le diagramme circulaire de gauche, vous avez l'ensemble des patients qui ont été traités en 2020. Et donc là, on se rend compte que 50% d'entre eux sont admis directement au centre de thrombectomie. Et puis sur le diagramme de droite, vous avez donc les patients qui ont été traités à plus de 6 heures du début des symptômes ou, encore une fois, dont le last seen well est supérieur à 6 heures. Et là, on se rend compte que l'orientation préférentielle de ces patients, c'est le service d'accueil des urgences, c'est les UNV périphériques et seulement un tiers d'entre eux sont accueillis directement en centre de thrombectomie. Donc, à partir de là, on peut se demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Alors, en jaune, vous avez donc la proportion des patients qui sont admis en fait au service d'accueil des urgences. En orange, ceux qui viennent des UNV périphériques et en bleu, ceux qui sont admis directement au centre de thrombectomie. Donc, en jaune, pour ceux qui sont accueillis au service d'accueil des urgences, on peut imaginer que nos délais de prise en charge sont plus longs que dans une UNV ou un centre de thrombectomie, que ça aboutit au fait qu'on traite plus tardivement les patients. Il est possible également que le déficit en lit dans les soins intensifs neurovasculaires de nos centres de thrombectomie oblige en fait les neurologues vasculaires à nous rediriger des patients vers les urgences et certainement qu'ils redirigent préférentiellement les patients qui sont avec des délais de prise en charge plus importants. Et puis, les urgences restent également le site où les patients se présentent spontanément et ces présentations spontanées sont donc souvent plus tardives par rapport à l'installation des symptômes. Donc tout ça, ça va concerner un petit peu l'organisation qu'il va falloir mettre en place au service d'accueil des urgences. Et puis, pour ces patients qui viennent des UNV périphériques, eh bien, on peut imaginer que les délais sont chronophages et donc que les délais de transfert sont chronophages et que ça aboutit effectivement à ce que les patients soient traités plus tardivement. Alors, on va discuter un petit peu de l'impact que tout ça peut avoir sur nos services d'accueil des urgences. Et la première chose que je veux vous dire, c'est qu'une thrombectomie tardive, donc au-delà de 6 heures, c'est bien, c'est une excellente nouvelle pour nos patients qu'on puisse les traiter au-delà de 6 heures. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est essayer le plus possible de les traiter le plus tôt possible. Et donc, c'est l'occasion, avec ces nouvelles études, de revoir l'ensemble de la filière du door to needle, en fait, pour essayer vraiment de gagner du temps sur tous les segments de la prise en charge.
Et par rapport à ça, une étude, une méta-analyse s'est intéressée justement aux différents segments et à qu'est-ce qui permettait le plus de réduire le door to needle. Et leur résultat, c'est de montrer que, en fait, c'est souvent la combinaison de plusieurs stratégies qui est la plus performante. Et puis, s'il fallait retenir un critère singulier qui influence le door to needle, ce serait de pouvoir accueillir directement nos patients à l'imagerie. Alors, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir faire bénéficier nos malades d'une imagerie de perfusion? C'est absolument nécessaire, cette imagerie de perfusion pour les patients qui sont au-delà de 6 heures du début des symptômes ou ces AVC d'horaire incertain. En premier lieu, pour poser le diagnostic positif. En deuxième lieu, pour établir le siège de l'occlusion. Et enfin, pour évaluer l'existence de tissus à risque, de tissus qui pourraient en fait finir par nécroser si le patient n'était pas reperfusé. L'imagerie de perfusion, elle peut se faire soit en scanner, soit en IRM. Et j'insiste sur le fait que c'est les mêmes machines, c'est des logiciels différents en fait qui permettent d'établir des cartographies des zones à risque. Et donc le scanner convient très bien. Les seules circonstances où l'IRM de perfusion est vraiment incontournable, c'est donc l'AVC d'horaire incertain, les wake-up, qui, sur la base de l'imagerie, permettent quand même de proposer une thrombolyse à certains patients. Alors, est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'on va réussir à proposer une imagerie de perfusion à tous nos patients qui se présentent à moins de 24 heures du début des symptômes? Est-ce qu'on est capable d'accueillir directement à l'imagerie les patients qui sont régulés par le 15? Eh bien, je pense que oui, je pense qu'on n'a pas d'autre choix de toute façon, qu'il va falloir s'organiser pour le faire, que ça devient même aujourd'hui une exigence éthique sur la base des dernières études. Et puis, on peut imaginer que ça devienne aussi quelque chose qui puisse être opposé par les patients. Alors, concrètement, combien ça représente de patients? Voilà, je vais parler du service d'accueil des urgences dans lequel je travaille, le centre hospitalier Édouard Herriot à Lyon. Et sur l'année 2020, donc l'année Covid, on a tourné à peu près 163 passages par jour. Sur les années précédentes, on était plutôt on était plutôt autour de 200 passages. Donc, il y a quand même eu un impact, effectivement. Et en moyenne, 3,6 suspicions d'AVC par jour, dont 50% sont régulés par le 15. Un tiers reste des présentations spontanées, les autres patients étant adressés soit par leur médecin traitant, soit par SOS médecin. Alors, quand déclencher la filière urgence-reperfusion? Est-ce que systématiquement il faut le faire? Voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir bien réfléchir. Je pense qu'il faut qu'on ait un usage qui soit vraiment raisonné des moyens. Il faut qu'on s'adapte un petit peu à nos capacités. Je pense qu'il faut effectivement sélectionner les patients qui sont éligibles à un traitement de reperfusion, que ça doit se faire en accord avec le neurologue vasculaire et qu'il faut le réfléchir en fonction de leur âge, de leur autonomie. Et ça pour éviter d'épuiser notre filière, d'épuiser nos radiologues, nos médecins, nos équipes paramédicales, dans un souci d'exigence de performance et d'efficience. Alors, il y a du coup un intérêt majeur à réécrire nos protocoles de service sur la base de ces dernières études, et il faut que ces protocoles soient le fruit d'une réflexion commune avec les radiologues, en insistant bien sur le fait que le nombre d'examens total ne sera pas modifié, que c'est simplement l'ordre de priorité de réalisation de ces examens qui va devoir changer. Voilà pour le service d'accueil des urgences. On va maintenant discuter un petit peu de la régulation de l'AVC à partir de ces dernières études. Et donc, la première chose que je veux vous dire, c'est que voilà, l'orientation initiale des patients, elle est vraiment cruciale. On en a parlé tout à l'heure avec Monsieur de Tente. Et puis, je vous montre cette étude sur le registre Stratis également, qui a mis en évidence qui a un impact négatif du transfert chez les patients qui ont besoin d'une thrombectomie. C'est-à-dire que les patients qui sont admis directement au centre de thrombectomie ont un score d'autonomie à 3 mois qui est bien meilleur que ceux qui sont admis soit dans les services d'accueil des urgences, soit dans les UNV qui n'ont pas de centre de thrombectomie et qui sont secondairement transférés. Donc, il y a un impact sur le délai du traitement et sur le Rankin Scale, donc le score d'autonomie à 3 mois.
Voilà, donc pour orienter ces patients au mieux, on aimerait avoir un score prédictif, quelque chose qui nous permette d'identifier les patients qui sont suspects d'une occlusion proximale. Il existe de nombreux scores, beaucoup ont été testés. Là, je vous ai mis les données de la Los Angeles Motor Scale, qui a l'avantage d'avoir été évaluée en préhospitalier. Après, il en existe beaucoup. Ces scores, ils ont un peu tous les mêmes avantages, tous les mêmes inconvénients, c'est-à-dire que la sensibilité souvent est relativement satisfaisante, 0,75 pour la Los Angeles Motor Scale, mais la spécificité, elle reste quand même assez modérée, et ça s'explique par le fait que on surtrie aussi beaucoup d'AVC hémorragiques avec ces scores. Donc, en premier lieu, on aimerait les orienter, ces patients suspects d'occlusion proximale, vers des centres de thrombectomie. Puis, dans un second temps, on aimerait, si ce n'est pas possible, orienter plutôt vers les UNV, et à défaut, les orienter vers des services d'accueil des urgences qui sont dotés d'une imagerie de perfusion. Voilà. Aujourd'hui, ça devient compliqué en régulation d'orienter un patient vers un service d'accueil des urgences qui n'est pas en mesure d'offrir une imagerie multimodale à des patients à moins de 24 heures du début des symptômes. Voilà, je vous ai fait une petite carte de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour qu'on voit un petit peu les plateaux techniques qu'on peut avoir. Donc, effectivement, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a 4 centres de thrombectomie à Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Étienne et Grenoble. Et puis, si on s'intéresse au bassin de population qui dépend en fait du centre de thrombectomie de Lyon, on se rend compte qu'il y a 6 unités neurovasculaires. Vous voyez que ça s'étale vraiment sur plusieurs centaines de kilomètres, que ça représente du coup des transferts qui sont assez importants à organiser en termes de temps et de moyens. Et puis, donc, en rouge, les unités neurovasculaires, et en noir, les services d'accueil des urgences des hôpitaux qui dépendent du centre de thrombectomie de Lyon. Et je me suis intéressée à savoir quels étaient les services d'accueil des urgences qui n'étaient pas des UNV et qui pouvaient proposer de l'imagerie de perfusion 24 heures sur 24 aux patients. Et en fait, vous voyez que malheureusement, pas beaucoup d'entre eux. Vous avez le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu là, qui apparaît en vert, qui en fait est le seul de toute la région à avoir les logiciels adaptés pour faire de l'imagerie de perfusion sur scanner. Et puis, si on se penche un petit peu sur la métropole lyonnaise, on se rend compte qu'il y a un peu moins de la moitié des SAU qui sont en mesure de proposer de l'imagerie de perfusion 24 heures sur 24. Voilà. Donc, malheureusement, tant que les capacités d'accueil en centre de thrombectomie seront celles qu'elles sont aujourd'hui et qu'il n'y aura pas plus de centres de thrombectomie dans la région, il va falloir se préparer effectivement à ce que ces transferts soient de plus en plus nombreux. Ces transferts, ils vont devoir se faire des services d'accueil des urgences vers le centre de thrombectomie, des unités neurovasculaires vers les centres de thrombectomie, mais il y a aussi les trajets retour des centres de thrombectomie vers les UNV périphériques qu'il va falloir organiser. Et donc, pour tout ça, il va falloir qu'on s'intéresse à quelle est la modalité la plus adaptée? Est-ce qu'un SMUR est absolument nécessaire? Est-ce qu'il faut avoir un médecin systématique à chaque transfert? Est-ce que les ambulances privées peuvent suffire en termes de sécurité? Est-ce qu'ils sauront répondre en termes de rapidité? C'est pas évident. Est-ce qu'il faut se mettre à faire de plus en plus de T2IH? Peut-être. Pour l'instant, en tout cas, dans notre région, il y a le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse qui a commencé déjà à faire des transferts en T2IH. On est en train de voir un petit peu plus largement si ça pourrait être une option. Voilà. En conclusion, ce que je voulais vous dire pour optimiser l'accès au traitement de reperfusion de nos patients victimes d'accidents vasculaires, c'est qu'aux urgences, la mise à jour des équipes est absolument indispensable. Voilà, ça fait maintenant bientôt 3 ans que le Down et Diffuse 3 ont été publiés. Je pense qu'on n'est pas forcément tous très à jour. Et je parle des équipes médicales, mais aussi des équipes paramédicales. Voilà, comme le disait Monsieur de Tente, on va de plus en plus vers une prise en charge individualisée du patient, basée sur l'imagerie, bien moins bloquée sur des critères horaires. Voilà. Et puis, en tant qu'urgentiste, voilà, notre objectif central, ça doit vraiment être la réduction du door to needle. Ça doit être quasiment une obsession maintenant.
Et puis, en ce qui concerne le SAMU, ben, comme aux urgences, on a des grosses équipes, donc mise à jour des équipes. Voilà, essayer le plus possible que l'orientation initiale de nos patients soit la bonne. Et puis, voilà, comment on optimise les transferts pour être le plus efficient possible. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je laisse la parole aux animateurs.